libérale, culture, l'autre regard. La formule est usée, mais le sentiment qu'elle exprime reste toujours aussi vif et neuf. Et justement, ce soir, nous allons parler de renouvellement, puisque, pour paraphraser Lénine, on pourrait dire que sans esthétique révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Renouveler les formes d'expression artistique pour coller au plus près des transformations sociales, c'est entre autres le rôle des avant-gardes. Esthétique et avant-garde va être notre thème de ce soir. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame la Miss Saïdi. Madame Saïdi, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Toujours un plaisir de vous retrouver ici. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'ai eu l'immense plaisir, la Miss Saïdi, de recevoir d'abord la traductrice. Oui. Et ce soir, nous allons explorer avec votre aimable concours une autre facette de votre palette, à savoir la poésie, avec deux de vos recueils. Vous en avez d'autres. Néanmoins, ce soir, on va se concentrer tout d'abord sur كقزم يتقدم ببطء داخل الأسطورة, tel un nain qui avance lentement au sein de la légende. Et puis, si nous avons le temps, car déjà dans ce recueil, il y a beaucoup à explorer, on ira avec vous ensemble au cinéma, avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Esthétique et avant-garde, on a parlé de palette, c'est justement avec une artiste peintre que nous allons aussi peindre cette émission. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Esma Aliwa. Esma Aliwa, bonsoir. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'honorer. Vous êtes universitaire, enseignante en philosophie et par ailleurs artiste peintre. Et justement avec vous, on va entre autres d'abord vous découvrir votre art et puis explorer les rapports entre esthétique et philosophie. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Alors, droit d'aînesse oblige, si vous permettez, je vais d'abord me tourner vers la Miss Saïdi, notre poétesse, qui peint elle aussi. Donc, tel un nain qui avance lentement dans la légende, titre énigmatique qu'on va essayer justement de découvrir par touches successives, tel que ferait un peintre. Et l'un des sommets, l'un des nombreux sommets de votre recueil, c'est ce poème. Les poèmes, la plupart des poèmes, ils sont tous sans titre. Et vous dites justement, dans un de vos poèmes, je songe à faire un poème à l'ancienne, avec des lignes courtes et empilées, comme la vaisselle après le festin, ou courtes et tassées, comme les escaliers d'une maison abandonnée, que je gravirais avec peine en répétant le vers d'Al-Hutay'a, difficile est la poésie, longue est son échelle, pour qui veut la gravir sans la maîtriser. Et là, d'emblée, vous nous faites penser à ce débat qu'on pourrait parfois considérer un peu d'arrière-garde entre les tenants d'un certain traditionnalisme, l'ancienne forme poétique, on va le découvrir d'ailleurs avec la suite, et ce qu'on appelle la poésie en prose. Et ça a été une grande bataille à la fois esthétique et idéologique au sein des poètes arabes en général et algériens en particulier. Oui, ça a été une grande bataille, même si normalement le débat il est dépassé aujourd'hui, parce que par exemple... C'est pour ça que j'ai dit d'arrière-garde, oui, mais bon. Oui. Mais bon, il y a, enfin, notamment en Algérie, il y a encore un courant poétique un peu, disons, conservateur, pour ne pas dire rétrograde, qui refuse, qui rejette ces nouvelles formes d'écriture poétique. Mais je pourrais dire que par exemple dans le monde arabe et dans le monde, bon, c'est un débat qui serait plus ou moins dépassé. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que dans la culture arabe, on a une très très longue tradition poétique et la poésie fait partie, on l'appelait Diwan al-Arab, Sha'ar Diwan al-Arab, donc c'est le registre des Arabes, c'est vraiment le genre où on exprimerait tout. La poésie a toujours été un document historique, un document social, une façon d'exprimer, enfin même la propagande politique, enfin on exprimait tout à travers la poésie. Après, il y avait une forme classique qu'on appelle Sha'ar al-Amoudi, donc c'est une forme classique du poème arabe avec une métrique très stricte et qui a existé pendant des siècles et qui faisait partie vraiment des formes les plus... codifiées qui sont... Oui, de la poésie et de l'écriture en langue arabe. Ensuite, bon, parce que les choses évoluent naturellement, bon, il faut dire que la poésie arabe, elle a évolué tout au long des siècles, mais pas sur la forme, c'est-à-dire bon, sur différents aspects, oui, sur différents aspects esthétiques, mais pas sur la forme elle-même. Après, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où là, il y a eu vraiment un grand questionnement sur l'esthétique en général, pas juste l'esthétique poétique, mais dans tous les arts.
parce que justement la Deuxième Guerre mondiale était vraiment un choc pour l'humanité avec plus de 50 millions de morts et donc les artistes, les poètes, les écrivains se sont questionnés sur justement sur les différentes formes d'écriture et les différentes formes d'expression artistique. Et bien sûr, ces questionnements-là sont arrivés au monde arabe. D'abord par ce qu'on appelle Sha'ar al-Hur, ou bien Sha'ar al-Taf'ila, la poésie libre, qui a préservé la métrique, l'awzan de la poésie arabe, mais qui a cassé l'amoud, la colonne. Enfin, c'est parce que la poésie classique, elle est en colonne, donc voilà, donc on peut déjà reconnaître un poème juste par sa forme. Donc on a cassé la colonne qui ressemblait un petit peu au pilier d'une tente, mais on a cassé la colonne, mais on a préservé quand même la métrique, parce qu'on ne pouvait pas considérer, enfin on ne pouvait pas penser à la poésie sans cette métrique, sans ce rythme extérieur, sans cette musique extérieure. Donc, et là encore, mais quand même c'était une bataille, hein, parce que pour la culture arabe, casser cette colonne de la poésie, c'était une grande révolution. Une révolution pas sur le plan de la forme. De toute façon, toute personne qui s'intéresse à l'art sait que toute évolution au niveau de la forme est une évolution au niveau de la vision philosophique, la vision humaine, la vision artistique. Donc l'évolution de la forme reflète une évolution de pensée. Donc là encore, bon, il y a eu une grande bataille. Après, au milieu de cette bataille, est arrivée la poésie en prose, qui était pratiquement un blasphème pour les poètes à l'époque. Enfin, Enfer et damnation. Voilà, c'est une poésie sans rythme extérieur, sans musique et sans métrique. Et en fait, cette poésie en prose, qui s'est développée un peu partout dans le monde, parce que moi, personnellement, je me suis intéressée, notamment à travers la traduction, à tous les mouvements de modernisme de la poésie, parce que ce soit en Amérique latine, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, un peu partout dans le monde, il y a eu justement ce passage vers cette nouvelle forme de poésie où la langue peut devenir poétique sans s'appuyer sur cette musique extérieure, sans s'appuyer sur ce rythme extérieur. La langue pouvait enfin se porter, se présenter, se découvrir une force poétique loin des rythmes extérieurs. Donc voilà, la problématique en Algérie par exemple, bien sûr, bon, je dirais ces batailles-là étaient très intéressante, je dirais, dans le monde arabe. Il y a eu vraiment de grosses batailles, de grosses disputes. Mais ici en Algérie, on était loin de ce débat-là, parce qu'on était sous la colonisation française et on était coupé du monde arabe, de tous ces mouvements de renaissance, en fin de compte, qui avaient commencé, de renaissance politique, culturelle, esthétique, poétique et littéraire, et qui avaient commencé à partir du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Mais nous, comme on était sous la colonisation française, donc on était coupé de tout ce qui se passait. Donc ce mouvement est arrivé très tardivement en Algérie. Je pourrais dire que même ce mouvement est arrivé après l'indépendance. Donc quand on a durant le processus de récupération de notre langue arabe et notre identité arabe, et c'est là où justement, parce qu'on avait gardé justement cette esthétique du 19e siècle. Parce pour nous, la langue arabe, c'était toujours la langue arabe du 19e siècle, alors qu'elle avait énormément évolué sur différents plans. Et donc voilà, et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui remettent en question la légitimité de la poésie en prose et qui pensent que la poésie en prose serait moins poétique, serait moins virile, parce que justement, le poème classique, la forme du poème classique est une forme aussi qui représente une certaine forme de virilité, dans un sens très limité, hein, dans une vision, je dirais, maintenant rétrograde, mais à l'époque, qui avait du sens, sociale. Voilà, qui avait sa fonction sociale, tout à fait, hein, qui avait du sens, mais avec l'évolution de la civilisation humaine, avec l'évolution de notre regard sur la société, ce que devrait être la société, les relations sociales. Je trouve que cette forme-là, elle n'est plus adéquate pour exprimer, pour être justement dans le rythme de notre temps et pour exprimer justement, pour nous exprimer et exprimer aussi des questions relatives aussi à notre rapport à l'autre, à notre rapport à la société, etc. Donc, justement, pardon de vous interrompre, oui. Mais vous qualifiez un peu cette sclérose, même si le mot est un peu dur, en tout cas le fait de rester figé, cette fixation sur cette ancienne forme,
vous la qualifiez de manière poétique, justement. Vous dites, il fut un temps où nous ne cessions de marcher, au moment même où marchaient les tribus Machigangas pour aider le soleil à se lever, chaque fois qu'il tombait à la fin du jour, ainsi que dans le roman de Vargas Llosa, L'homme qui parle, même si je préfère le griot comme traduction. Nous marchions pour l'aider à tomber, chaque fois qu'il se levait pour nous brûler la peau. Nous fabriquions, et c'est là où vous faites référence justement à ce fameux rythme, le bohor, nous fabriquions avec des mots tassés en colonnes de rythme monotone un vers, puis on portait le vers sur la langue et sur les lèvres, jusqu'à ce que les langues devinssent lourdes et les lèvres tuméfiées, et que la poésie devint bégaiement. Autant dire radotage. Oui, voilà. Enfin, oui, c'est bon. Moi, je tiens à préciser que moi, je suis habitée par ces formes classiques-là, parce que chaque poète qui écrit en langue arabe, on ne peut pas, c'est incontournable. On ne peut pas écrire de la poésie, on ne peut pas être un poète de la langue arabe sans passer par les classiques de la poésie arabe, sans passer par la poésie pré-islamique, et puis, par tous les grands poètes et tous les grands poèmes qui sont vraiment qui symbolisent même cette poétique. Et moi-même, même si j'appartiens à un certain courant esthétique et que j'écris la poésie en prose et je défends cette forme de poésie, mais je suis habitée par ces rythmes, je suis habitée par par toute cette beauté qui a traversé des siècles. Mais justement, ces rythmes-là, cette vision-là, comme je l'ai dit, n'est plus adéquate. Donc, si on continue à écrire dans ces formes-là, on est en train de nous trahir quelque part, de trahir notre temps, de trahir l'époque. De freiner des quatre pieds face au mouvement historique. Oui, voilà. Et en plus, il y a aussi une autre raison. Aujourd'hui, à chaque fois que je trouve des poètes qui écrivent justement dans ces formes classiques, j'ai envie de leur dire, est-ce que vous allez écrire mieux que le Mutanabbi? Parce que le Mutanabbi, c'est, comme disait Mahmoud Darwish, est le poète le plus contemporain, et le poète arabe le plus contemporain. Parce qu'effectivement, sa poésie, elle est connue, elle est toujours apprise par cœur, elle est apprise à l'école. C'est un canon de la... Oui, et c'est une référence, elle fait partie de la langue arabe. Donc, on fait tous référence à certains vers de Mutanabbi quand on a besoin. Donc, c'est une poésie qui fait partie de la langue. Donc, j'imagine mal qu'un poète pourrait écrire mieux qu'Al Mutanabbi. Pourquoi? Parce que le Mutanabbi, par rapport à la langue, était très très moderne. Par rapport à cette forme classique, il était très moderne. Donc, on ne peut pas faire mieux que lui. Donc, j'ai envie de dire qu'on est arrivé à la limite de la création artistique et poétique par rapport à cette forme. Donc, d'où la nécessité de passer vers une autre forme. Mais pas que. Parce qu'encore une fois, la poésie en prose, notamment la poésie en prose, parce que bon, avec la poésie libre reste quand même très proche de la poésie classique, ne serait-ce que par la métrique, mais la poésie en prose, encore une fois, est une autre vision, est une vision différente de la langue. Parce que certains poètes vous diraient, pour écrire la poésie en prose, il faut d'abord passer par la poésie classique. Ce n'est pas vrai. C'est comme celui qui vous dirait, pour faire du cinéma, il faut passer par le théâtre. Je ne suis pas très d'accord, parce que ce sont, l'art du acting, de la comédie, c'est plus ou moins le même, mais si vous allez par exemple devant une caméra de cinéma avec la même technique théâtrale, vous allez être... Vous aurez l'air d'un estrion. Voilà, donc c'est pareil. Donc il faut être très conscient encore une fois, de la vision philosophique derrière cette nouvelle forme, qui consiste à dire que, encore une fois, la langue contient, elle porte en elle-même une force poétique, elle porte en elle-même une énergie poétique qui n'a pas besoin d'éléments extérieurs qui sont les différents rythmes, qui est la métrique, qui est la musique, et qui peut créer son propre rythme intérieur, et la langue, elle peut créer sa propre poétique. Et ça, c'est une avancée énorme par rapport à notre vision, et majeure par rapport à notre vision de la langue. Parce qu'avant, la langue, pour enchanter, il lui fallait de la musique, il lui fallait un rythme. Et un rythme, encore une fois, extérieur. Là, on est juste en train de dire que non, la langue porte en elle-même un rythme intérieur qui est capable de dire des choses très fortes, très puissantes, qui est capable d'exprimer le monde, d'exprimer tout un univers, d'exprimer une philosophie, d'exprimer, vous savez, en un poème de 4 lignes, vous pouvez dire beaucoup, beaucoup de choses, énormément de choses. Comme lorsque vous dites, oui. Les poèmes sont des édifices inachevés, au balcon desquels apparaissent les cordes à linge
des ouvriers qui passent la nuit au chantier. Ouais. Ça, c'est le lien, le fil conducteur entre la première partie et la deuxième partie du recueil. Donc voilà, donc c'est comment, enfin, une langue qui s'assume sans musique, ça c'est quand même, pour moi, c'est énorme. Et c'est toute la force de la poésie en prose que je... Justement, on va aussi parler, vous avez parlé de puissance, on va parler de puissance d'évocation, de puissance des images aussi, puisque lorsque disparaît le rythme, ce sont les images qui deviennent primordiales. Et puisqu'on parle d'images et de peinture, je me tourne vers Esma Aliwa, notre artiste peintre. Alors justement, première question pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, comment êtes-vous venu à la peinture et vous qui êtes d'abord une passionnée de philosophie? D'abord, j'avais commencé à peindre depuis mon très jeune âge. À un certain moment, j'ai même commencé à voler des dalles de sol pour peindre. De À mon qui? oncle. À qui? À mon oncle. D'accord. C'est la première fois que vous faites cet aveu ou bien Non, il s'en est non, rendu compte? je l'assume, je l'assume. D'accord. Voilà. Et du coup, je ne faisais que peindre après l'école, tout le temps, que ça. Et jusqu'au moment où j'ai fait une incroyable rencontre devant la mer. C'était un vieux monsieur qui était en train de peindre. Et on a un peu parlé, je lui ai montré mes tableaux, mes œuvres. Il m'a proposé de venir et de peindre avec lui et tout. Et c'est ce qu'on a fait en fait. On a commencé à peindre. Il me racontait ses expériences quand il vivait la Bohème en dehors de l'Algérie, un peu partout, en France, en Amérique, Madagascar et tout. Et voilà, il m'enseignait des techniques, il me parlait de l'histoire de l'art, de la beauté, de la vie des fois, de tout. Voilà. Et justement, je suppose que d'abord vous êtes passionné de philosophie, vous êtes passionné d'esthétique. Quelles ont été les influences qui vous ont permis, en dehors de l'influence de l'homme que vous mentionnez, quelles ont été les influences parmi les peintres, parmi vos prédécesseurs, qui ont inspiré votre technique et votre coup de pinceau? Je dirais que mes plus grandes influences artistiques, ce seront peut-être Modigliani, Baïa, Paul Gauguin. Paul Gauguin m'a beaucoup marqué. La technique Tao, la palette de couleurs Tao, Henri Matisse. Et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Voilà. Et justement, en termes de technique, quelle est votre technique de prédilection que vous employez beaucoup? Bon, pour les thèmes déjà, c'est autre chose. Et pour la technique, en fait, je travaille déjà sur le bois. Je travaille beaucoup plus des peintures impressionnistes et naïves, quand on fait de Baïa. Et voilà. Je l'ai mentionné, vous êtes enseignante de philosophie. Vous n'y êtes pas tombé par accident ou c'était un choix. Vous êtes déjà orienté dès votre bac vers la philosophie par choix. Choix d'ailleurs très singulier et très rarissime. Quel rapport entre art et philosophie et comment vous abordez justement ces fameuses questions d'esthétique, puisque l'esthétique est une part de la philosophie à part entière justement? D'abord, je crois que tout est objet de philosophie. Puisqu'on parle d'art aussi, tout peut être objet d'une œuvre d'art, que ce soit dans la peinture, dans la poésie, dans la prose ou autre. Et du coup, et puis en esthétique, je voudrais m'arrêter un peu sur le mot peut-être. Si on parle l'étymologie Tao, en grec ancien, ça veut dire c'est tout ce qu'on conçoit avec nos sens. Tout à fait. Aesthétikos. Et l'esthétique, dans ce sens, تهتم بكاع المواضيع تاع الجمال, que ce soit ce qu'on écoute, كما كنتي تتكلمي من قبل على la musicalité تاع un poème ولا تاع الهضره ولا مثلا كيفاش يتكلم انسان ولا واش نشمو ماكله ولا ريحه مليحه ولا même le goût, le toucher ولا le regard, tout ça. Et du coup l'esthétique تهتم بهاد المواضيع والفلسفه تهتم بها من حيث l'individu, le groupe, les contextes et tout ça.
ou تغرب لهاد الأمور par rapport à ce qui est peut-être d'un goût plus raffiné ou là par exemple في les groupes sociaux plutôt les classes sociales Oui. كل واحد عنده peut-être un imaginaire collectif qui fait qu'il عنده une esthétique متعلقة بهذاك l'imaginaire collectif et voilà. Bah, alors, vous avez mentionné l'art naïf. Oui. Justement, lorsqu'on voit vos peintures, on va les découvrir en deuxième partie d'émission, mais on peut d'emblée aborder ce sujet. Lorsqu'on voit vos peintures, les formes ne sont pas tout à fait celles du monde extérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas un daguerréotype, hein, ce n'est pas une photographie, ce n'est pas une imitation stricte du modèle. Or, il y a toujours cette question chez, entre guillemets, les profanes. Hein, il ne s'agit pas de prendre les gens de haut et de dire « Mata'afou wallo », mais il y a toujours cette question un peu, quand on voit certaines peintures, certes réalistes, hein, c'est de l'art figuratif, mais on se dit oui, mais là, les formes, c'est à peine un croquis, les silhouettes ne sont pas fidèles aux proportions, etc. À la rigueur, un gosse de 10 ans pourrait faire pareil. Où se situe l'art? Ça, c'est un reproche très récurrent que font les profanes par rapport à l'art. Quelle réponse on pourrait apporter à cette critique redondante? Moi, personnellement, je dirais que déjà pour peindre, ça m'aurait beaucoup ennuyé de faire une peinture photographique. Comme disait déjà Picasso, en fait, j'ai passé toute ma vie à essayer de peindre comme un enfant, alors que je savais déjà comment peindre comme Raphaël. Du coup, l'académisme pur هذاك كامل, quand il a وصل لهذاك niveau, حب يعاود يرجع يرسم comme un enfant. Du coup, في la naïveté هذيك تاع الشكل en fait تماك كاين une très grande sensibilité تاع le mouvement déjà تاع le pinceau déjà تاع la réflexion تاع le sujet هذاك تاعنا et je pense que c'est toute une vision et c'est une esthétique en soi, voilà. Alors, on va découvrir vos thèmes de prédilection en deuxième partie d'émission. Néanmoins, puisque c'est le moment de notre minute mélomane, on va opérer un petit intermède musical et on se retrouve tout de suite après le jingle. « 13 mois et demi de génocide et la Palestine continue de tenir debout au milieu du silence assourdissant de la dite communauté internationale, tout aussi assourdissant au moins que les tonnes de bombes qu'on continue de déverser sur Gaza. Et pourtant, Palestine Biladi continue de tenir bon. Je vous laisse avec. Et il en sera toujours ainsi malgré toute la sauvagerie sionazie et l'hypocrisie occidentale qu'on voit à l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Et je reviens vers l'ami Saïdi et les enjeux autour de la langue, mais aussi la beauté de la langue et tout ce travail qu'on effectue justement et qu'effectue le poète sur la langue. Ce poète, justement, dont vous dites, bien qu'on va explorer avec vous qui est ce fameux pronom, qui se cache derrière ce fameux pronom il a toujours aimé les mots avec des lettres muettes. Les mots qui ne se prononcent pas comme ils s'écrivent et dont le son ne révèle pas les traits. Les mots qui n'ont pas honte de leurs anciennes cicatrices, ni de la tache de naissance sur la joue gauche. Les mots qui commencent par la lettre H, tel un muet gardien de cimetière qui connaît tous les noms des morts. Les mots dont beaucoup ignorent l'orthographe et auxquels les enfants toujours inventent un visage nouveau, comme s'ils dessinaient une moustache aux célébrités dans les magazines. Les mots auxquels on demande toujours « Pourquoi n'enterres-tu pas tes morts pour défiler légère au sein de la langue ?» Alors, d'abord... ça fait écho déjà à ce dont parlait Asma Liwa, à savoir l'étymologie des mots qui renvoient d'anciennes orthographes toujours en usage,
Et aussi ce rapport à la langue qui peut être parfois enfantin et naïf, mais qui permet de faire jaillir certaines découvertes. Je Oui, vous en prie. j'aime bien l'étymologie parce que enfin, c'est l'origine des mots et comment est-ce qu'ils ont évolué, le sens original, originel de chaque mot et le corps. Enfin, parce que j'aborde la langue, notamment dans la deuxième partie du recueil, d'un point de vue aussi physique. Voilà, la langue comme entité physique, comme corps, les mots comme corps, parce que les mots, oui, ont un corps, ont un sens, enfin, ils nous ressemblent beaucoup. Enfin, quand l'être humain a inventé la langue, il a inventé quand même une entité qui l'accompagne tout au long de son parcours. Et c'est un compagnon très, très important dans la vie humaine et qui lui ressemble, parce que chaque mot, voilà, il a un corps, il a un sens. Et souvent, oui, justement, on a un Quel problème. mot vous ressemblerait? Oh, je ne sais pas. J'aime pas ces questions que je trouve très bateau, hein, mais là, c'était plus fort que moi. Je ne sais pas. Mon prénom. Résumez-vous en un mot. Je trouve ça horriblement bateau, mais... Ben, je vais vous répondre. Mon prénom, Lémis, C'est vrai. parce que il y a un poème sur Tout mon à fait. prénom, Lémis, Tout à fait. dans le recueil. Parce que aussi, dans ce recueil, il y a aussi une réflexion sur les noms, parce que la langue, c'est nommer les choses. Et les choses qui n'ont pas de nom n'existent pas. Même si elles existent réellement, mais tant qu'on ne les nomme pas, elles n'existent pas. Parce que voilà. Ça, c'est une très grande question philosophique. Oui, bon, on ne va pas en débattre maintenant, là, tout de suite, ça prendrait des heures. Mais pour moi, je veux dire, enfin, ce que je propose dans ce recueil, c'est cette idée-là, parce que, en fait, donc, c'est d'où l'importance de nommer les choses, de nommer les êtres. Et là, je dédie tout un poème à mon prénom, parce que, bon, il a une histoire, et bon. Donc voilà, donc il y a une réflexion comme ça autour des mots, comme entités physiques, comme des êtres humains, qui ont une histoire aussi, parce que justement aujourd'hui, comme on est dans une société de consommation et de post-consommation et qu'on a envie que les choses, on a envie de consommer même la langue et de consommer les mots, que les choses soient faciles et accessibles sans le moindre effort. Donc on a tendance à dire oui, voilà, on pourrait changer la forme des mots. Pourquoi ne pas écrire les mots tels qu'ils se prononcent? Mais en fait, on oublie que c'est vrai que dans certaines langues, les mots, enfin le physique du mot n'a rien à voir avec son sens. C'est comme si ça nous arrive parfois. On écoute une personne, on imagine la personne, mais après quand on la voit, enfin son visage, son apparence n'a rien à voir avec sa voix. Mais c'est pareil pour les mots. Mais en fait, par rapport aux mots, les mots qui ne se prononcent pas comme ils s'écrivent, c'est parce qu'ils ont évolué. Ils ont évolué pour différentes raisons, parce que, pour des raisons historiques, des raisons parce qu'ils ont rencontré aussi d'autres civilisations, d'autres langues, d'autres cultures aussi. C'est pour ça que ces mots ont évolué. Et l'orthographe a conservé justement cette mémoire, cette histoire, à laquelle on demande pourquoi n'enterres-tu pas tes mains. Oui, et en fait, c'est comme des cicatrices. Bon, moi je sais pas, après, chacun sa vision des choses, mais pour moi, parfois, les cicatrices, c'est beau. Enfin, les cicatrices, c'est l'histoire c'est l'histoire de la personne qui les porte. Les effacer serait quelque part effacer cette histoire. C'est comme les rides aussi je parle aussi un peu des rides. Des sillons voilà, donc, autour des yeux. Oui, par lesquels le temps passe. Oui, le temps passe et le temps revient chez lui. Ouais. Et là, j'évoque aussi un conte de fées, Hansel et Gretel, quand les enfants ils ont besoin de revenir chez eux, quand ils sont abandonnés dans la forêt. Donc le temps aussi, il est abandonné, il a besoin de revenir chez lui, donc il trace ces sillons-là. Donc voilà, donc pour moi, conserver cette orthographe, je trouve que ces mots sont les plus intéressants parce qu'aussi au début, on a un rapport très particulier avec eux, surtout quand on est enfant, parce qu'on a du mal à les accepter, mais avec de la maturité humaine et linguistique, etc., on apprend à les aimer et on apprend leur propre histoire. Et on se dit, bon, ça serait quand même dommage d'effacer ces cicatrices-là parce que ça serait effacer l'histoire de ces mots-là. Asma Liwa, pour les élèves, pour vos élèves qui nous regardent, est-ce que la pensée, c'est le langage? La pensée, c'est certainement le langage, mais je crois que derrière chaque langage, il y a des métalangues qui seront peut-être restreintes par des... Oui. Je suis désolée. Ouais, ça arrive. Hein. En tout cas, c'est un thème c'est l'un des thèmes d'ailleurs les plus récurrents dans l'enseignement, Oui. les rapports entre pensée et langage, entre pensée et mots. Vous, votre langage,
celui de la philosophie, certes, mais aussi celui des couleurs. Et on va découvrir ensemble avec notre réalisatrice une partie de vos œuvres qu'on va faire défiler à l'écran. Et on va découvrir justement ce style, ce que vous appelez art naïf, et que vous faites un peu remonter à Beja. Asma Liwa, vous êtes en train de préparer une exposition, il me semble. Oui. Et autour du thème? En fait, c'est des peintures qui traitent de la réalité algérienne. D'accord. Des jeunes Algériens, de la société algérienne. Là, par exemple, on voit le Voilà. fameux amour et esprit. Alors là, c'est la très belle baie. De Four de l'eau. Oui. Et là, ce sont vos œuvres qui sont... C'est mes œuvres, oui. Ça, c'est Chicha les métiers. Oui, Ouais. qu'on reconnaît assez facilement. Et ici, on a vu... bon, ça a défilé un peu vite, je pense, au goût de nos téléspectateurs. On revient ici. Alors, La Réunion. pourquoi vous l'avez appelée La Réunion? Parce qu'en fait, c'est une peinture c'était à la Révolution algérienne. Voilà. On a toujours tendance à peindre nos martyrs ou les moudjahidines le combat sur le terrain et tout. Et on oublie des fois aussi le travail hadek qui se faisait avec les koufins, avec les intellectuels. C'était les deux. Donc, les كانوا يقولوا بالسياسة والآخرين اللي كانوا يقولوا بالسلاح. Oui. Voilà. Donc là, ils sont réunis autour d'un journal. D'ailleurs, on voit le titre Exactement. Algérie. Et, donc, ce sont des scènes historiques. Là, on voit... Une danseuse orientale. Oui. Donc, l'histoire, la vie quotidienne, l'histoire ici et l'esthétique orientale. Et on voit qu'il y a une différence de style selon les thématiques. C'est-à-dire, plus la thématique... On a l'impression que plus la thématique est contemporaine, et moins le style est figuratif. En fait, oui, et aussi il y a une autre raison peut-être parce que c'était l'évolution de ma peinture aussi. D'abord, j'avais que des peintures naïves, c'était la découverte de Beja et de tout ça. Après, il y a une touche de Modigliani qui m'a ensuite beaucoup marqué. Et ensuite, c'était Gauguin et c'est plein d'autres peintres. Voilà. Mais ça a aussi une très grande relation avec le thème de la peinture, c'est vrai. Et donc, plus le thème est contemporain et plus votre peinture est intuitive? Pas contemporain, mais je dirais peut-être il reflète la réalité parce que moi, ce qui m'inspire, c'est la réalité algérienne. C'est de penser l'Algérie à travers la peinture quand on ne peut pas le faire autrement. Si vous deviez vous inscrire dans un courant artistique de la peinture, lequel ce serait? Maintenant, je dirais je fonce vers l'impressionnisme peut-être, ou là, le fauvisme. J'aime bien maintenant, c'est-à-dire que vous êtes en Oui, on se découvre, chaque peintre se découvre. Et vous voyez déjà en mouvement. Oui, je dirais que j'ai ma palette de peinture, j'ai mes thèmes et ma touche. Quand les gens voient mes peintures, reconnaissent que c'est une de mes œuvres. D'accord, donc Ouais. vous cherchez justement à avoir ce style-là et à imprimer votre... Non, ce n'est pas mon objectif quand je suis en train de peindre. Certes. C'est beaucoup plus de refléter, comme je vous avais dit, Manuel, la réalité algérienne parce que كي نمشي في الزنقة, كي نكون في الدار, la musique, tout m'inspire, mais surtout l'Algérie. Du coup, c'est vraiment notre réalité qui fait que j'ai un thème, j'ai une palette et j'ai un style. Et qu'en est-il de votre rituel de peinture? Est-ce que vous peignez dans un endroit en particulier? Est-ce qu'il vous faut un cadre particulier? Ou est-ce que c'est spontané? Et déjà, est-ce que vous avez un atelier? Parce que parfois on nous dit quand même la peinture, entre guillemets, c'est un sport de riche. Oui et non. Oui et non. En fait, j'avais un atelier de cas je peins à la maison, mais il m'arrive très souvent qu'il me jette la photo, je peins le pavé devant la plage, des fois dans le bus, les heures de pause dans mon travail, en fait partout. Quand je peux peindre ou la faire un croquis, je le fais. Voilà. Alors, vous peignez devant la plage, c'est-à-dire à la baie d'Alger, oui, c'est toujours Alger, à L'autre de Fort-de-l'eau. baie. Oui, de Fort-de-l'eau. De Fort-de-l'eau.
Et est-ce qu'il y a des interactions avec le public? Est-ce que les passants viennent vous aborder? Qu'est-ce que vous Beaucoup faites? de fois, surtout les enfants qui ont toujours les yeux rayonnants en voyant le monsieur Majid Hadak ou la Anaya Narasmo Fizanqa. يبداو يشدوا في والديهم هكا pour avoir leur intention ويجوا يشوفوا واش رانا نديرو. Il y a des femmes en fait اللي يكونوا خرجوا من الكوزينه des fois des intellectuels des fois en fait كاع العباد يجوا. Voilà, vous avez affaire à toutes les classes sociales et le cadre est magnifique, c'est vrai qu'il y a de quoi être inspiré. Voilà. Alors, je reviens vers la Miss Saïdé et cette énigmatique île, d'ailleurs dont vous dites par exemple, et c'est là où on voit aussi l'originalité de votre plume et comment vous bousculez pardon, les thématiques qu'on a l'habitude de voir. Vous avez recours évidemment à l'allégorie, vous avez recours aux métaphores, et vous dites par exemple il, et là il va falloir que vous nous disiez qui est ce il. Puisque ailleurs vous dites je, et là on comprend que vous parlez en votre nom, mais quand vous nous dites, oui. Le jeu, il est rare, non? Il est rarissime, Oui, oui. oui. D'ailleurs on va arriver au jeu si jamais on a le temps. Je savais qu'on n'aurait pas le temps d'arriver au cinéma, et que déjà... Mais on va en parler parce que c'est le même délire. Oui, nous sommes déjà au sein de la légende. Il vit dans une boîte comme une chaussure que personne n'achète, mais que beaucoup de pieds essayent au magasin. De nombreux pieds qui lui promettent des chemins inconnus, lui promettent l'odeur du goudron frais, le bitume propre, le carrelage fissuré, la poussière, la pluie, la boue qui vient de se former, l'essuie-pied à l'entrée de l'appartement, l'odeur des crottes de chien dans le quartier bourgeois, le tapis, la moquette, le lit d'hôtel, le canapé chez les amis, l'aventure du prince à la recherche du pied de Cendrillon, l'odeur des chaussettes neuves, l'odeur des vieilles chaussettes, l'odeur de la fatigue au terme d'une longue journée, la douleur de la première fois et le pansement sur la cheville, l'odeur de la solitude quand la femme se dirige seule vers le parking après la fin tardive de la fête, les mains douces qui le portent quand elle décide tout à coup de marcher pieds nus. Qui est ce il qui parfois se prend pour une chaussure? D'ailleurs, d'abord, je vous remercie pour la traduction parce que vous avez traduit ce Avec poème. plaisir, merci à vous. Dans la Et traduction. ça m'a tellement plu que Oui, je me suis donné un peu cette gageure. J'espère avoir été à la hauteur. C'est très très bien. Vous avez très bien traduit. Vous avez même repris un rythme intérieur du texte. Donc, je vous remercie pour cela. Avec plaisir. En fait, le il, je l'utilise beaucoup dans le qasam, le na, et aussi et le cinéma. Et alors, dans le na, il n'y a pas, effectivement, vous avez cité ça au début de l'émission, qu'il n'y avait pas de titre, parce que c'est comme un long texte, donc avec un fil conducteur. Donc, c'est des textes, mais qui sont liés entre eux justement par ce fil conducteur. Donc, comme si je racontais aussi une histoire. Et le il, en fait, et le cinéma aussi, dans le cinéma, il n'y a que le huwa, le il. Donc, en fait, le il, c'est la distance entre moi et ce que je voudrais exprimer. Je me cache un petit peu derrière le il. C'est presque un on. Presque, oui. C'est un jeu comme ça pour être un plus confortable pour dire des choses sur moi-même, je crois. Même si, voilà, donc je sais pas, c'est parce que justement, je voudrais pas, c'est-à-dire que l'idée de, comment dire, pour moi, la poésie ne devrait pas être justement juste une expression personnelle et intime, et voilà, elle devrait être un peu plus, elle devrait être quand même une réflexion autour, voilà, de la vie, une réflexion autour de l'écriture, une réflexion autour de la langue. Et donc, au lieu de me concentrer sur moi-même, j'essaie de prendre de la distance. Donc, pour moi, la poésie, l'écriture poétique, c'est cette distance entre l'expérience humaine et la langue et l'écriture. Donc, ce « il » me permet de prendre cette distance. Parce que, en utilisant un jeu, quelque part, mais là, c'est en train de changer avec le nouveau recueil, je l'assume mieux, ce jeu-là, parce que je maîtrise mieux mes outils d'écriture. Parce que, en utilisant le jeu, j'ai peur... Comme Esma Aliwa, vous aussi, vous êtes en constante évolution. Oui, bien sûr. Oui. Là, moi, mais évolution conscientisée. Oui, tout à fait. En plus, même mes références évoluent tout le temps. À chaque fois, je rajoute des écrivains, des textes, des œuvres artistiques dans mes références littéraires. Donc, même les références littéraires, elles évoluent constamment.
En fait, parce qu'en utilisant le jeu, j'avais peur d'être vraiment sous l'effet de l'émotion. Et l'émotion, elle peut nuire au texte, elle peut gâcher un texte. Si la dose, parce que la poésie nous apprend, l'exercice de l'écriture poétique, il est très intéressant parce qu'il nous apprend à contenir cette émotion et il nous apprend à bien l'utiliser sans qu'elle gâche, parce que l'émotion, c'est immense. Alors, pardon de vous interrompre, mais d'après mes sources, il y a un état oui. émotionnel, Oui. et vous utilisez une métaphore par rapport à un immeuble, Oui. il y a un état émotionnel qui vous permet d'écrire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce que je dois recourir à mes sources? Non, 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 je peux vous en dire plus. D'ailleurs, j'ai un poème qui s'appelle Asfal Huzn, donc juste en dessous de la tristesse. En fait, et là, justement, dans ce recueil, il s'agit, enfin, dans la première partie, je parle d'Alger, des immeubles d'Alger, etc. Donc voilà, alors l'état idéal pour moi pour écrire, donc c'est enfin, comme si on était dans un immeuble, donc il y a les étages émotionnels, les différents étages émotionnels, et moi je suis au premier étage au sous-sol. Donc c'est juste le premier étage au sous-sol, c'est juste là, alors on n'est pas trop déprimé, on n'est pas non plus trop joyeux et euphorique, donc pour moi c'est l'étage émotionnel idéal pour écrire. Est-ce qu'on pourrait l'appeler spleen? Oui, enfin, peut-être, oui, pour faire simple. Pour faire simple, mais... Et rester vague aussi. Oui, oui, voilà, il y a... parce que c'est vague le spleen. Mais en fait, c'est juste parce qu'on a besoin d'une touche de tristesse, ou ce qu'on appelle en langue arabe shejan, qui est intraduisible. C'est un état très particulier, shejan. Et on a besoin de cette encre de tristesse mélangée. Mélancolie, on va dire. Mélancolie, voilà. Mais mélangée avec une force quand même. On a besoin d'une force de joie de vivre. On a besoin un élan d'y croire. vital pour créer. Voilà, parce que pour écrire, on a besoin d'y croire. Moi, je ne crois pas à la création dépressive, désespérée. Non. Quand on déprime, on déprime. Quand on est heureux. Mais il y a un état comme ça qui est parfait, intermédiaire, qui est vraiment parfait pour écrire. Et c'est là où j'écris. Et voilà, où je suis consciente et en même temps émotive, mais sans que l'émotion gâche enfin, le texte. Parce que moi, j'ai toujours peur d'un surdosage. Pathos, oui, de tomber dans le pathétique. Voilà, et aussi d'un surdosage d'émotions, parce que c'est toute la technique de l'écriture poétique. Comment contenir cette émotion, comment la gérer. Pour que ce ne soit pas surfait. Voilà, que ce ne soit pas surfait, ou voilà, que c'est ou larmoyant. Oui, c'est... pour que ce ne soit pas sentimentaliste. Voilà, j'ai un peu peur de tomber dans le sentimentalisme. Ce qui est un piège très facile pour les poètes. Voilà. Et à quel étage vous peignez, Asma Lio? L'étage, c'est-à-dire dans quel état émotionnel, en quelque sorte? L'état, moi, c'est... Est-ce que vous aussi, il vous faut être un brin mélancolique, ou est-ce qu'au contraire... Toujours, il y a cette tristesse qui fait que ça booste un peu l'inspiration et elle aide le mouvement, le pain-souffle. Quand il y a déjà le sujet, quand on travaille cérébralement, artistiquement et tout. Alors, oui, je pense que c'est... Donc, est-ce que toutes les deux, vous seriez d'accord, alors que moi, pas du tout, avec Pessoa qui dit, justement, la littérature ou l'art en général, c'est parce que la vie ne suffit pas? Vous avez 2 minutes pour دقيقة للتفكير والتشاور. Alors, je vais laisser, pardon, l'ami Saïdi, je vais laisser justement دقيقة للتفكير والتشاور et je vais en profiter pour lancer notre livre de chevet. À tout de suite après le jingle. Alors, oui, vous entendez chuchoter, bah, c'est ça, hein, tafkir au tashawur. Moi, entre-temps, ce que je vous propose, sujet plus grave, j'ai parlé avec la chanson tout à l'heure de 13 mois et demi de génocide. 13 mois et demi de génocide commis en toute bonne conscience. Et Olivier Lecourt, Grand Maison, dans Ennemi mortel, nous montre justement ces représentations de l'islam et des musulmans qui a permis aujourd'hui à ce génocide de s'effectuer en toute bonne conscience. Et ça fait 1 mois que nous sommes avec notre livre de chevet, c'est un peu la rubrique, et pourtant nous ne sommes pas encore sortis de l'inénarrable Ernest Renan, dont Lecourt Grand Maison va nous dire, et pourtant il n'est pas le seul dans ce genre de délire, donc c'est vous dire tout le poids de l'idéologie génocidaire qui se retrouve dès le 19e siècle, voire avant. Et on le découvre aussi avec Édouard Saïd. Donc, Lecourt Grand Maison nous dit au sujet de Renan,
Renan n'a pas pour seul dessein d'écrire l'histoire et d'analyser l'actualité remarquable de l'Europe et la décadence, soi-disant, des pays musulmans. Il entend participer à la transformation du monde, tenez-vous bien comment, en défendant une politique destinée à arracher aux races et aux peuples islamisés les territoires passés sur leur domination. Eu égard à l'ampleur et à la nature des différences qui séparent les musulmans des occidentaux, selon Renan évidemment, l'assimilation des premiers, c'est-à-dire des musulmans, par les seconds, les occidentaux, est inconcevable. La solution proposée par l'historien est la conséquence de ses analyses, puisqu'il affirme la destruction de l'islamisme par la misère ou la terreur imposée à ces sectateurs qu'il faut reléguer au fond du désert est la condition essentielle de l'expansion de la seule civilisation qui vaille, à savoir la civilisation européenne. Si vous êtes frappé par la similitude, voire le copier-coller du discours actuel, eh bien vous avez bien raison. Renan est-il un adepte du refoulement des Arabes comme l'armée d'Afrique commandée par le général Bugeaud l'a pratiqué dans les années 1840 lors de la pacification de l'Algérie? Les termes employés par l'historien laissent peu de doute sur ses positions. Dans un autre texte publié en 1860, Renan livre son analyse sur le sort des races sauvages, jugées indignes de vivre. Il leur souhaite donc une mort douce, car il est fort douteux qu'on réussisse à en faire des hommes. La même idéologie, tout à fait la même, est en œuvre aujourd'hui en Palestine par les sionazis qui n'ont rien inventé. Et d'ailleurs, comme le dit le philosophe Mohamed Bouhamidi, l'ontogénèse du sionisme est le résumé de la phylogénèse de l'impérialisme occidental. Alors, on s'approche de la fin de l'émission, et en guise de conclusion, on va un petit peu être taquin et obliger l'ami Saïd à utiliser le jeu. Et comme on ne peut pas vraiment l'obliger, je vais le faire à sa place. Telle une femme dont tous les enfants ont émigré, ou ont tous péri à la guerre, j'ai connu tôt la vieillesse. Pas d'affaissement dans mon corps, et ma peau, comme mes nerfs, est bien tendue. Mon poids est assez convenable pour que mon pas ne réveille point les morts et les princesses endormies quand je me faufile dans l'histoire, et pour que je ne sois pas facilement porté par le vent vers la branche de l'arbre et que je me transforme en fruit artificiel ou en décoration de fête. Dans ma tirelire, qui n'est pas encore brisée, il y a 37 ans, qui ne pourrait pas servir à acheter un objet de valeur ou même pas une friandise bon marché, ou même pas une friandise locale bon marché. Car il semblerait que la devise ait changé entre l'époque du téléphone fixe et du téléphone portable, ou peut-être ai-je voyagé pour vivre en pays étrangers quand j'ai déménagé dans le quartier voisin en ce petit village. Et vous dites, rien ne trahit le volume de mes réserves, fort un seul cheveu blanc qui apparaît sur ma tête comme un drapeau de capitulation, et ces petits sentiers que le temps a creusés sous les yeux au début de l'histoire, quand je riais face au soleil, pour revenir à travers elles à la maison, c'est-à-dire à travers ces sillons, à travers eux, à la maison, à chaque fois que les siens l'abandonnent dans la forêt. Oui. On a entendu ce jeu oui, à l'œuvre. Oui, ça c'est un poème très, très personnel. C'est vers la fin du recueil, oui. là où je commençais un petit peu à... Là où tout à coup on commence à être plus confiante par rapport au jeu après s'être cachée derrière le il pendant tout un recueil. Donc là, j'étais un peu plus confiante par rapport à l'utilisation d'un jeu et avec plein de références aussi aux mythes et contes pour enfants. Et parce que justement ce recueil, à partir du titre, qui fait référence un petit peu à ces contes de fées, à ces contes, à ces histoires pour enfants qu'on oublie, parce que justement même je reviens vers la langue par rapport aux références littéraires, vous êtes vous-même écrivain, si je vous posais la question sur vos références littéraires, vous allez me citer peut-être de grands noms, des classiques de littérature algérienne ou autre.
Alors que moi, je me suis rendu compte que enfin, nos premières références littéraires étaient les contes pour enfants. Certes. Donc, ce sont ces contes-là qui façonnent un petit peu notre imaginaire et aussi malheureusement aussi notre vision sociale, parce que bon, ils ont quand même, enfin, il y a certaines idées que je considérais comme rétrogrades un petit peu dans ces contes-là. Oui. Et il y a aussi ces personnages comme les princesses, le prince charmant, la sorcière. Donc, et après, il y a les nains. Les nains qui sont pour moi, ils sont enfin, les personnages les plus intéressants parce que justement ils sont un peu des personnages un peu marginaux qui ne sont pas très séduisants. C'est pas comme la princesse qui doit être belle et surtout obéissante pour qu'elle mérite l'amour du prince charmant, ou bien le prince charmant qui doit être... Il y a toute une sociologie, une anthropologie à faire. Bah oui, il faut faire très très attention quand on raconte des histoires à ses enfants. Mais les nains sont des personnages pas très séduisants, parfois détestables. Mais c'est eux qui changent le cours de l'histoire, c'est eux qui changent, voilà, c'est comme la poésie en prose, parce que Karazamen, c'est une métaphore, c'est le kef, c'est pour voilà, c'est pour créer la métaphore, ça signifie une similitude pas parfaite, mais sur certains aspects. Donc ce poème-là, qui serait comme le nain, qui avance à petits pas à l'intérieur de la légende, qui a priori n'est pas très populaire, parce qu'aujourd'hui la poésie c'est pas un genre littéraire très demandé, très populaire, et c'est ce qui fait sa force, parce que ce n'est pas c'est pas un objet à vendre. Et la poésie n'est plus rentable, n'est plus n'est plus lucrative. Donc elle échappe aux enjeux. Voilà, donc elle est capable, comme les nains, de changer le cours de l'histoire, et d'où cette référence dans plusieurs poèmes, voilà, aux nains et à tous ces contes de fées, à toutes ces légendes, en fait, qui ont façonné je rends hommage un petit peu à toutes ces légendes qui ont un peu façonné notre imaginaire et qui sont vraiment notre première référence littéraire. Eh bien, justement, la poésie de la Saïdi qui avance, elle aussi, lentement dans la légende. Et il est cinéma, comme prévu, nous n'aurons pas le temps de creuser plus avant, mais je vous donne rendez-vous pour... Je vous ai fait découvrir, non, je ne vous ai pas fait découvrir, elle est déjà connue. Nous avons eu l'immense plaisir de recevoir la traductrice, aujourd'hui la poétesse, bientôt la prosatrice, avec l'Ghorfa Miaoutinen, la chambre 102. Je vous donne rendez-vous très bientôt, les Saïdi. Merci d'avoir été parmi nous. Et pour finir en beauté et en couleur, d'ailleurs nous avons commencé en beauté et en couleur, je me tourne vers Esma Aliwa. Et pendant que nos chers téléspectateurs vont découvrir vos toiles, parlez-nous de l'exposition que vous êtes en train de préparer, puisque vous êtes en train de peindre en vue d'une exposition. D'accord, alors je prépare une exposition que j'ai commencée avec un style fauviste, toujours en thème avec les sujets de la société algérienne, des jeunes Algériens, d'une classe sociale peut-être oubliée ou bien même détestée, peut-être aussi de ce qui se passe dans les stades algériens, le foot et tout ça. Et voilà, Donc, vous aussi, vous explorez les nains, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se trouvent à la marge. Exactement, la marginalité. parfaitement. Donc là, on voit votre trait, justement, de plume, on revoit un peu vos tableaux et votre cadre de référence. En tout cas, Esma Aliwa, on vous donne rendez-vous bientôt pour votre exposition avec, Inch'Allah, une équipe de Canal Algérie qui viendra couvrir cet événement. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. On vous tiendra au courant pour cette exposition. Et puis, je ne cesserai de vous recommander la Saïdi, tel un nain qui avance lentement au sein de la légende et au cinéma, en attendant de découvrir la prosatrice. Merci d'avoir été parmi nous. Inch'Allah, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine.